Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et en ce vendredi matin, notre invité de la matinale est Michael Cosson. Il est député de la majorité présidentielle MoDem de la première circonscription des Côtes-d'Armor, entendée par la Saint-Brieuc. Il est également membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Il est en direct avec nous ce matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, je serais tenté de vous poser une première question. Vous avez été élu député en juin dernier. Comment s'est passée cette première partie de la mandature, première partie très chargée de cette mandature, et comment s'est faite la rentrée, votre rentrée? On peut dire que la rentrée des classes, c'est bien faite, avec une classe relativement hétérogène, on pourrait dire, avec quelques turbulents. Mais c'est vrai qu'on a eu effectivement une entrée en matière avec des sessions qui pouvaient se dérouler jour et nuit. Et donc forcément avec... on va dire, on est sauté dans le bain, là. On a été vraiment au cœur des différents sujets, avec toute l'intensité que ça pouvait avoir. Donc, on va dire un beau bizutage. Un beau bizutage. Alors, la rentrée, la grosse rentrée, si vous me permettez le terme, elle va se faire le 3 octobre. Ça vient très vite. C'est ça. Donc, le 3 octobre, où effectivement, on siégera à nouveau au sein de l'hémicycle. Cependant, bah oui, dans quelques... Là, on peut se dire que le travail a déjà démarré au sein des commissions. Donc, c'est aussi une autre manière de pouvoir faire de la politique autrement, en tout cas à l'échelon national, comme on peut le faire aujourd'hui à l'échelle locale depuis déjà de nombreuses années. Voilà, j'allais presque dire là aussi que vous êtes rodé à l'exercice. Vous avez eu plusieurs responsabilités au sein de l'agglomération de Saint-Brieuc, et puis dans votre municipalité, vous étiez maire d'Illion. C'est ça. Est-ce que vous regrettez, on parle beaucoup de cumul des mandats aujourd'hui, il y a quelques voix qui s'élèvent pour dire que c'était bien finalement le député maire avec ce côté local et ce côté national? Oui, je vais même envie de vous dire que derrière, c'est mieux d'avoir quelque part au sein de l'hémicycle des élus locaux qui siègent plutôt que des parlementaires qui sillonnent dans les bancs de l'Assemblée depuis des dizaines d'années avant de rejoindre une circonscription. Je crois qu'aujourd'hui, on a nécessité d'avoir de la proximité et aussi des personnes qui soient vraiment en lien avec la réalité du terrain. Et je suis aussi, je fais partie des députés qui souhaitent qu'on puisse à nouveau cumuler le mandat de maire et de député, ou de maire et de sénateur, parce que pour moi, c'est vraiment une fonction qui est au contraire complémentaire. Il ne s'agit pas de cumuler des indemnités. Ça, on peut très bien prendre le pas de se dire on ne cumule pas l'indemnité de maire et de député, mais par contre, d'avoir ces deux fonctions, pour moi, c'est essentiel. Et donc, il y a un texte qui est déposé de cette semaine et qui, je pense, j'espère, ira jusqu'au bout cette fois-ci. Voilà, donc peut-être un changement possible. On va suivre évidemment ce texte assez important pour la relation entre le terrain et l'Assemblée nationale ou le Sénat. Je disais une rentrée qui va être chargée avec de grands dossiers. On pense tout de suite à ces deux grands dossiers dont a parlé longuement le président de la République, où il va falloir... convaincre, faire beaucoup de pédagogie, à savoir la réforme de la retraite et la réforme des retraites, du régime de retraite, et aussi du régime de l'assurance chômage. Est-ce que vous attendez à des débats, j'allais dire, assez houleux, si vous me permettez le terme? Je pense qu'effectivement, c'est des sujets qui concernent vraiment les Françaises et les Français. Qu'on parle du chômage ou qu'on parle de sa retraite, forcément, un jour, on peut être confronté. Et je crois qu'aujourd'hui, ce sont des sujets sur lesquels... on attend bien entendu des discussions, des évolutions, mais surtout en fait une manière de faire peut-être différente. Faire autrement, pour moi, ça signifie quelque part pour chacun mettre les mains dans le cambouis et puis arriver à une solution consensuelle. Et je crois que c'est là-dessus qu'on est attendu. Il y a le président Bayrou du MoDem qui s'est déjà exprimé en expliquant que forcément ce sont des sujets sur lesquels il va falloir discuter et pas vouloir imposer. Et c'est là-dessus que j'espère qu'on aura ces échanges fructueux pour arriver à une solution qui, bien entendu, ne sera pas dans l'idéal, mais on sait qu'on a des contraintes qui font que l'idéal, on n'est pas eu dans le monde des bisounours, et il faut accepter que, en tous les cas, on ne puisse pas tendre vers le meilleur, mais en tous les cas qu'on s'en rapproche le plus possible, et puis qu'on puisse profiter de ces échanges pour supprimer les trous qui peuvent exister dans la raquette, quoi. On peut imaginer que le président de la République sorte le 49.3 ou alors aille vers une autre voie, la voie référendaire? Je pense que
prendre des dispositions avec le 49.3 en début de mandat serait un très mauvais signe. Donc je n'imagine même pas que ce soit dans les solutions envisagées. Donc peut-être le référendum ? Peut-être le référendum s'il n'y avait pas un échange suffisamment fructueux au sein de l'Assemblée, ou qu'on avait considéré que, au regard peut-être que des échanges n'ayant pas trouvé quelque chose de consensuel, on puisse le faire par le biais d'un référendum. Je pense que tout est possible. En tous les cas, ça serait plus facile à accepter qu'un 49.3. Alors, autour de ces grands sujets, de ces grands dossiers qui vous attendent, il y a aussi un contexte. Alors, on va y revenir à ce contexte social compliqué, mais il y a aussi le contexte politique, une majorité tout à fait relative à l'Assemblée nationale pour la majorité présidentielle, et puis le Rassemblement national qui progresse, et la NUPES qui s'impose comme force d'opposition, alors qu'on voit pointer Horizon, le parti d'Édouard Philippe, qui entend se positionner aussi pour 2027. Est-ce que ça va être facile de trouver des alliances, de trouver des accords voilà, sur des grands dossiers, par exemple? Je crois que en fait, les grands dossiers qui vont se présenter à nous sont l'occasion, au contraire, de trouver, non pas des alliances, mais des compromis. Et aujourd'hui, peut-être que cette manière de faire n'était pas présente au sein de l'Assemblée nationale. C'est ça qui tend à évoluer. Mais c'est quelque chose qui est présent dans toutes les instances locales, qu'on soit au conseil régional, au conseil départemental, à l'agglomération ou bien au conseil municipal, où travailler déjà avec différentes sensibilités. Et vous n'imaginez jamais vouloir imposer un texte et se dire c'est pas grave s'ils ne sont pas d'accord. Nous, on est d'accord, on a le nombre de voix suffisantes pour le passer, donc on le passe. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu ça auquel l'Assemblée nationale doit se préparer. En tous les cas, les députés qui siègent déjà depuis de nombreuses années. Mais c'est aussi ce qu'attendent les Français. Et c'est la meilleure façon de réconcilier les Français avec la vie politique. Parce que j'ai envie de vous dire, quelque part, quand on s'engage, c'est d'abord un engagement de soi-même, mais on est avant tout un habitant. Et moi, je considère plus une présentation à suffrage comme un acte citoyen que comme une question de se dire, il y a les politiques d'un côté et les habitants. Non, il y a juste des habitants qui ont décidé de s'engager pour leur territoire, pour changer les choses, plutôt que derrière son canapé et de critiquer et d'envoyer un message sur Facebook. Voilà, il y a cette volonté de vouloir changer les choses. C'est aussi une page politique qui se tourne avec cette jeune génération, vous en faites partie, qui arrive, alors quand je dis jeune génération, qui a quand même de l'expérience, on est bien d'accord, qui arrive à l'Assemblée nationale et qui a envie de faire de la politique différemment, justement cette politique de terrain là. Vous parliez de réconciliation, Michael Cosson. On voit que les Français ne votent plus, ne s'intéressent plus au suffrage. Est-ce qu'il va falloir justement plus encore de politique de terrain? On parle aussi de, je disais en commençant, vous étiez membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Justement, le territoire, c'est aussi le côté décisionnaire. Est-ce qu'il va falloir faire plus de décentralisation? Je pense qu'il y a des sujets, on a déjà eu des choses de mener autour de la région, sur des compétences, le département aussi également. Je pense qu'il y a la nécessité de rapprocher justement les élus des habitants et vice-versa, et que les habitants se rapprochent de la politique. Mais je crois qu'il y a une image qui a tellement été écornée ces dernières années, d'affaire en affaire, parfois de Zoom. Vous voyez, moi je siège à l'Assemblée nationale. Et je regarde ce que peut se dire sur les médias. Il y a un certain décalage entre ce que vous vivez de l'intérieur et ce qui peut être justement extériorisé, avec des zooms parfois sur une intervention qui va durer 1 minute sur une session de 4 heures, mais par contre on est capable de parler de 4 heures de la session d'1 minute. et ça, moi je m'en rends compte. Donc je pense qu'il y a forcément une nécessité de pédagogie, de rapprochement, de supprimer les barrières et de faire en sorte que un élu, qu'il soit député ou bien qu'il soit maire ou président, qu'il soit au plus proche des habitants, et en tous les cas qu'il n'y ait plus toutes ces barrières qui font que à un moment on finit par tourner le dos, ne plus aller à un vote, alors que finalement il y a des gens qui se sont battus pour pouvoir voter. Et c'est ce que j'avais dernièrement, c'était avant l'été, lorsque je recevais les conseillers municipaux enfants et aussi les nouveaux habitants. J'expliquais que renoncer à un vote, quelque part,
c'est piétiner ce qu'ont fait vos aïeux. Vous pouvez critiquer les élus, mais vous pouvez aussi voter pour un autre si vous considérez que celui-là il n'est pas bon. Par contre, en fait, si vous vous détournez totalement d'aller voter, bah c'est pas les élus que vous piétinez, c'est ceux qui se sont battus pour obtenir le droit de vote. Ce qui prend tout son sens dans une Europe en guerre. Hein. On ouvre un petit peu le sujet, mais une Europe en guerre avec cette guerre en Ukraine, et on va y revenir avec la crise que l'on traverse. Mais c'est aussi important d'avoir la démocratie et d'avoir justement cet exercice de la démocratie. D'autant qu'aujourd'hui, vous parliez de proximité, Michael Cosson, mais on voit que bien les électeurs aujourd'hui sollicitent directement le personnel politique sur les réseaux sociaux. Alors là, on pourrait dire beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais parfois sur des problématiques tout à fait importantes. Et ça amène aussi la réaction, ça amène le dialogue. Alors parfois, évidemment, un peu de violence dans les propos, mais ça apporte le dialogue. Est-ce que c'est aussi une nouvelle façon d'aborder la politique ? Moi, je ne suis pas un partisan des dialogues stériles sur des réseaux sociaux qui parfois permettent juste à la personne dans son canapé de se défouler plutôt que d'aller faire 30 minutes de sport. Moi, je suis plutôt effectivement à échanger autour d'une table que derrière un écran. Et bien évidemment que ça permet à des gens de s'y intéresser, mais souvent c'est pas forcément d'être dans une idée de construction, c'est plutôt de se défouler sur un, et puis que d'aller dans la continuité de ce qu'on peut voir parfois dans des médias à sensation. Moi, je suis plutôt là pour rassembler les gens autour de la table, nous mettre devant nos obligations, mais également parfois se remettre en cause. Et ça, oui, ça c'est productif, ça c'est bien pour la communauté, c'est bien pour le territoire de pouvoir avancer dans le dialogue. Après, les réseaux sociaux, pour moi, c'est au contraire, bien entendu, un moyen d'alerter, mais pas une finalité en soi. Il faut vraiment, pour moi, avoir des gens autour de la table et qui puissent échanger et ensuite mener des actes. Parce que parler, c'est bien, agir, c'est mieux. Voilà, je parlais plutôt du côté alerte, moi, sur les réseaux sociaux. Hein, voilà. Alors, je parlais des grands sujets, je parlais de cette crise qui nous traverse. Alors, on sort tout juste, ou pas d'ailleurs, de cette crise sanitaire du Covid-19. On rentre dans une autre crise, une guerre depuis le mois de février menée par la Russie en Ukraine. Cette guerre qui n'en finit pas, autant le dire, même s'il y a beaucoup d'espoir qu'elle se termine rapidement, si l'on en croit les derniers développements, en tout cas côté ukrainien. Une guerre qui a des conséquences. L'Europe a décidé de sanctions sanctions économiques vis-à-vis de la Russie. Sanctions qui rebondissent forcément sur notre quotidien avec des prix qui augmentent, une inflation qui galope. Comment le politique que vous êtes va devoir, dans les semaines, dans les mois qui viennent, sans doute acter toute une série de mesures pour essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop violent pour le pouvoir d'achat, pour les Français qui aujourd'hui se plaignent beaucoup? Je crois que moi, j'ai envie de dire que ces dernières années, on arrive à une succession de crises. On parle de la crise sanitaire qu'on a pu vivre, qui nous a permis de mettre en avant que d'un point de vue santé, il y a la nécessité qu'on s'y penche sérieusement. Aujourd'hui, on est confronté, bien entendu, à un problème de moyens dans les hôpitaux. On est confronté aussi à une désertification médicale qui fait qu'on est obligé de prendre sa voiture pour parfois faire 1h30 de route pour aller voir un dermato, sans compter qu'il faut parfois attendre 6 mois pour pouvoir avoir un rendez-vous. On est confronté aussi à une crise énergétique du fait qu'effectivement du conflit qui est présent. Une crise environnementale, avec la multiplication des faits et des catastrophes naturelles qui ne cessent de croître. Et tout cela, en fait, nous amène à réfléchir, à se dire, il faut réindustrialiser, relocaliser, être davantage vigilant sur notre consommation énergétique. Et quelque part, en fait, c'est retrouver du bon sens. Mais tout ça dans un temps très court. Et tout ça dans un temps très court, mais tout cela, en fait, dans des alertes qu'on peut avoir depuis les années 70. Et on peut ressortir des commentaires, mais on était encore assez éloigné de la réalité. Et aujourd'hui, en fait, ces différentes crises successives ont rappelé que finalement, ce qu'on pouvait aujourd'hui avoir comme mode de consommation, il allait falloir le faire évoluer, mais surtout pas laisser des gens sur le bord de la route. Et donc, à nous de pouvoir mettre en place
tous les leviers qui permettent de pouvoir retrouver une consommation locale, retrouver de l'emploi, retrouver une vigilance sur le mode de consommation, une vigilance sur les bâtiments, sur comment on les chauffe, une vigilance sur nos déplacements. Ça ne veut pas dire que, souvent j'entends, oui, on va prendre le vélo. Enfin, je vous invite à prendre le vélo avec 4 enfants et les déposer à l'école. On sait que la mobilité, elle est nécessaire. Maintenant, c'est d'arriver à donner les leviers qui permettent aux gens de se déplacer avec des mobilités qui vont être propres. Et ça passe par l'innovation, ça passe forcément le pouvoir d'achat, mais c'est aussi de permettre d'avoir de l'hydrogène, de l'électrique, du biocarburant, et tout cela permettant d'avoir non plus une dépendance énergétique comme c'est le cas aujourd'hui, mais de se dire, ces 3 leviers, faisons en sorte de pouvoir les produire localement, qui permettent d'avoir une boucle circulaire qui s'instaure, et ainsi d'avoir une dynamique avec des débouchés sur l'enseignement supérieur, avec forcément des résultats d'un point de vue environnementaux. Enfin voilà, pour moi c'est toute une chaîne qu'il faut mettre. Et là, il y a un rôle de l'élu local pour que justement il ne devienne pas encore dépendant d'un autre endroit, mais qu'il soit là acteur pour pouvoir justement permettre à sa population de pouvoir avoir une dynamique, assurer le parcours résidentiel pour tous les âges et toutes les bourses. Voilà, pour moi, et là, il y a une clé, c'est l'acteur local. Voilà, on revient indubitablement au local, sachant évidemment que chaque région, chaque territoire a ses spécificités, qui ne sont pas les mêmes forcément en Alsace qu'en Bretagne ou que dans le sud de la France. Justement, là aussi, on parlait de décentralisation tout à l'heure et des territoires. Il y a des territoires tendus. On pense au logement ici en Bretagne, en particulier. Alors, pas seulement en Bretagne, mais on a vu beaucoup de voix ces derniers temps s'élever pour dire, voilà, il faut faire quelque chose parce que les Bretons, et en particulier les jeunes qui s'installent, ne peuvent pas se loger. On pense aussi aux étudiants qui parfois dorment dans leur voiture ou dans la rue. Est-ce que là, il y a un caractère d'urgence à trouver des solutions et à légiférer du fait? Oui, c'est sûr qu'on voit de plus en plus d'aberrations sur le fait qu'un logement qui ne puisse pas se procurer un logement, qui doit ne plus pouvoir se consacrer à ses études pour pouvoir réaliser ses études. Je crois que se loger et manger sont les droits essentiels auxquels on doit se pencher pour qu'il n'ait pas ça à s'occuper, quoi. Et d'ailleurs, en fait, moi j'avais... il faut que je regarde un petit peu le cheminement que ça doit prendre, mais vous voyez, souvent, bien entendu, que pour qu'un étudiant puisse mener ses études, c'est les parents, enfin même parfois les grands-parents, qui mettent la main à la poche. Et je crois que, au même titre qu'on peut avoir des exonérations d'impôts pour l'emploi à domicile, je crois que lorsqu'on a confronté à des dépenses de type logement, de type justement alimentaire et autres pour permettre à son enfant d'étudier, je crois que s'il y avait une réforme qui puisse déjà permettre d'exonérer ça de ses impôts, quelque part ce serait une manière de pouvoir donner sa chance à la jeunesse et puis de se dire, nous aussi collectivement, au niveau national, nous considérons qu'un étudiant doit pouvoir se loger et pouvoir aussi être alimenté. Et on sait très bien que pour qu'il puisse se loger et s'alimenter, ce sont les parents et les grands-parents. Donc on toucherait 2-3 générations et justement pour faire un pari sur la jeunesse. Et voilà, c'est ce type de solidarité qui puisse être mis en œuvre pour résoudre le problème. Et ensuite avoir sur l'aspect plus global, c'est le parcours résidentiel. Aujourd'hui, on doit avoir une maîtrise sur le parcours résidentiel pour toutes les bourses et tous les âges. On sait qu'on a une génération de papy-boom qui va faire en sorte qu'il faut qu'on puisse trouver des solutions, sachant que l'EHPAD, c'est pas une solution, c'est pas un Club Med. Donc, ils sont très critiqués, les EHPAD, d'ailleurs. Voilà. Et on sait très bien qu'il faut trouver des solutions intermédiaires, parce que c'est vers cela que les gens veulent se tourner. Et pour cela, il faut qu'on puisse avoir de l'assistance à domicile, mais pour que ces assistances à domicile puissent vivre de leur métier, il faut aussi qu'ils puissent se loger, mais pas dans des loyers extrêmes. Donc le parcours résidentiel, il est essentiel pour tous les enjeux auxquels on va être confronté.
Alors, parcours résidentiel, et puis la grande question également aujourd'hui, vous l'avez un petit peu abordé, Michael Cosson, c'est l'environnement. On a vu cet été ces feux qui ont ravagé toute la France, y compris la Bretagne, on pense au Mont d'Arrée et à Brocéliande, ces feux qui sont venus à nos portes nous rappeler que le climat changeait et qu'il y avait là plus qu'urgence. Alors, je vais aller sur un autre terrain, c'est celui des algues vertes. Je le disais en commençant, vous avez été maire d'Illion, dans les Côtes-d'Armor, pour nos auditeurs les plus lointains. Et je suis toujours conseiller municipal à Illion, et bien présent. Et habitant d'Illion aussi. Voilà. Et donc vous suivez de fait l'évolution de la situation, ces algues vertes qui depuis des années sont présentes sur les plages à Illion et sur d'autres rivages en Bretagne. Alors il ne s'agit pas ici de dire c'est de la faute à un tel ou à un tel autre, c'est d'essayer de comprendre comment il y a urgence pour avancer sur ce dossier. Je reprends d'ailleurs vos paroles, hein. Vous aviez dit en tant que maire d'Illion, aujourd'hui on est face à une catastrophe naturelle. Est-ce que justement il faut déclencher l'urgence naturelle, l'urgence de catastrophe naturelle ? Aujourd'hui c'est ce qu'on... D'ailleurs j'ai pu être entendu par le Haut Conseil scientifique, c'est de considérer qu'on pouvait faire un plan Polmar dès lors qu'on a un échouage dans lequel on ne s'en sort pas. Et cet été on a été épargné, non pas parce que du coup on peut observer des changements radicaux dans la manière de ramasser, dans la manière de ce qui peut être fait en amont, mais c'est surtout en fait que c'est juste il n'y a pas eu de précipitation qui a amené la sécheresse. Et donc sécheresse fait en sorte que pas d'écoulement dans nos rivières, pas de débordement de stations d'épuration, parce qu'on parle souvent de l'agriculture, on a aussi quelques soucis avec nos stations d'épuration et l'algue verte. C'est pas un être supérieur qui va distinguer, les excréments porcins des excréments humains. Il se nourrit de la même manière avec. Donc, c'est une catastrophe naturelle dans le sens, quand on est amené à fermer un endroit, qu'on peut plus y accéder, ça signifie que l'élément naturel n'est plus présent pour pouvoir assurer la sécurité. Donc, c'est quelque part une catastrophe naturelle, au même titre que lorsqu'on a une marée noire, on fait un déclenchement Polmar, c'est le même cas. Aujourd'hui, donc, on a des avancées on va dire timide, sur le ramassage test qui va s'effectuer les jours, enfin non, c'était juillet, après c'était août, maintenant on m'a dit que c'était septembre. Bon, dans une semaine, on sera au mois d'octobre, donc je peux imaginer que ce sera maintenant, on dira que c'est octobre. Mais le ramassage en mer qui va peut-être s'effectuer dans les prochains jours, c'est une seule des manières pour pouvoir faire en sorte qu'on n'ait pas à fermer des plages dès lors qu'il y a échouage sur des zones vaseuses ou rocheuses. Et après, il y a tout l'accompagnement avec la filière agricole pour justement faire en sorte qu'ils aient les moyens financiers, techniques et administratifs, et de faire en sorte qu'ils s'emparent aussi du sujet, tout en ayant une activité pérenne, parce qu'il y a aussi l'aspect économique. Il ne s'agit pas de les asseoir sur le banc des accusés et de leur appuyer sur la tête et puis de se dire mais alors qu'est-ce que vous faites ? Non, le modèle agricole, il y a un moment, il a été effectivement totalement modifié, on va dire, après-guerre. Et aujourd'hui, si on doit l'amener vers quelque chose de plus vertueux vis-à-vis de l'environnement, il faut bien entendu qu'il y ait les moyens, qu'ils soient soutenus par l'État, par les collectivités, tout comme les coopératives, également qui ont un enjeu à... Je vous en prie, remettez-vous. Ouais. Voilà. Donc cet enjeu est important. Alors vous parliez tout à l'heure des stations d'épuration, pardon pour nos auditeurs qui sont peut-être au petit déjeuner. C'est aussi un problème, on a des infrastructures vieillissantes et plus de population ici en Bretagne, ce qui fait donc que les installations parfois ne peuvent plus suffire. Est-ce que là aussi il va falloir faire un grand plan, alors pas seulement en Bretagne, là je m'adresse aux députés, mais un grand plan de rénovation de ces installations publiques et installations techniques qui aussi vont devoir évoluer avec l'époque? Je pense qu'il y a effectivement nécessité qu'on soit davantage vigilant sur ce point-là, parce qu'on sait qu'il est défaillant. Et quelque part, cet accompagnement, il y a l'État, il y a l'Europe, parce que c'est bien de dire que c'est pas bien, mais c'est encore mieux que si on accompagne les collectivités dans leur passation de marché, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas très peu des collectivités qui vont assurer en régie, mais elles ont aussi des obligations. Mais par contre, ce sont des grands groupes européens qui sont justement à s'occuper de nos réseaux. Et ils ont aussi peut-être leur contribution à avoir sur les aspects environnementaux. Eux, c'est l'assainissement.
total quelque part sur nos mobilités. C'est un moment, c'est de se dire, nous sommes des grands groupes, qu'est-ce qu'on peut apporter à notre territoire ? Une sorte de solidarité finalement. C'est plus de la solidarité, c'est de la responsabilité. Et de se dire que ce qui nous a permis de pouvoir être ce que nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en retour apporter pour que justement toutes ces questions d'enjeux environnementaux, nous y contribuons pour justement apporter des solutions à nos concitoyens. Alors, il nous reste à peine 1 minute, Michael Cosson. Donc, je le disais en commençant, rentrée parlementaire. Est-ce que vous, il y a un dossier particulièrement que vous avez envie de porter, quelque chose qui vous tient à cœur ? Alors, il y a plusieurs dossiers, parce qu'en fait... ça peut être plusieurs réponses. Ouais, parce que le bouclier énergétique, il va falloir trouver des solutions pour, dès lors qu'il va être soulevé, que ça explose pas la figure. Donc pour moi, il va falloir, d'un point de vue environnemental, pouvoir apporter des solutions pour que les gens ne se retrouvent pas pris à la gorge. Donc ça va être un enjeu fort. Ensuite, la question des retraites, ça aussi, c'est d'apporter la contribution. Aujourd'hui, on parle toujours de l'âge. Je crois qu'il y a aussi un pacte à se dire qu'il faut un nombre de trimestres pour pouvoir justement prétendre à la retraite et contribuer justement à faire en sorte que les suivants puissent aussi profiter de la retraite. Maintenant, je crois qu'il faut laisser plus de latitude aux gens dans le sens comment ils veulent voir, eux, leur vie professionnelle. Et moi, je me souviens, démarrer à 20 ans, et je crois que les 35 heures, c'était à peu près à la même époque. Quand vous êtes sans contrainte et que vous n'avez personne à la maison, vous n'êtes pas censé attaché à travailler 35 heures. Par contre, si on vous proposait de pouvoir justement travailler davantage, mais qui vous permettrait ainsi de gagner en tombe d'année, mais vous aurez toujours votre deal de travailler tant de trimestres, et ça vous permet de pouvoir finir plus tôt, là, on maîtrise sa vie professionnelle. Et je crois que les gens, ils ont besoin de pouvoir, quelque part, maîtriser leur vie professionnelle et pas qu'on leur impose. Et les crispations, ce sont celles-ci, quoi. Et je crois que là, il y a un travail à faire pour que chacun se sente non plus tributaire de celui qui va faire avancer la loi, mais tout simplement, il est juste tributaire de son choix de vie. Voilà. Avec un choix de vie très différent, d'ailleurs, pour les jeunes générations qui ne veulent pas trop de règles, veulent pas qu'on leur impose, veulent pouvoir changer de métier souvent. Ils veulent plus de CDI. Oui, c'est sûr qu'avant, on était tous à vouloir décrocher un CDI. Maintenant, ils refusent le CDI, privilégiant le CDD. Donc c'est vrai que tout cela est à penser. Moi, je serais aussi sur la formation aussi. On n'en a pas parlé, mais c'est important. La formation, je pense qu'aujourd'hui, il y a nécessité de se dire que la formation, elle ne doit pas être qu'initiale. Et puis après, on met la VAE de côté. Enfin, on met la VAE et autres. Voilà, pour moi, ça doit être une formation tout au long de sa vie. Et qu'elle ne soit pas juste initiale, mais aussi une formation continue. Et permettre aux gens, justement, parce que souvent, il y a des gens qui peuvent se lancer dans 10 ans de carrière, puis au bout de 10 ans, je m'y retrouve pas. Mais qu'est-ce que c'est compliqué pour pouvoir entamer une reconversion ? Et je crois que derrière, si on avait cette idée de formation continue tout au long de les gens, ils seraient peut-être mieux dans leur basket aussi. Voilà, bien c'est là-dessus qu'on va terminer. On le souhaite à tous d'être bien dans ces baskets, c'est important. Je rappelle, Michael Cosson, que vous êtes député de la majorité présidentielle, donc MoDem, de la première circonscription des Côtes-d'Armor à Saint-Brieuc et membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et toujours conseiller municipal à Ilion dans les Côtes-d'Armor. Voilà, ça c'est important pour le territoire et pour la proximité. Merci infiniment d'avoir été en direct au micro de Bretagne 5 Matin ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, au plaisir. Bretagne 5 Matin, Stéphane Hamon.